Ok, synchro sont faites. Maintenant le blabla. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de débrief de GIFU. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de débrief de GIFU. Alors aujourd'hui, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, je voudrais faire un ou deux petits points. On va en faire. Quoi? T'as pas fait une feuille pour... Ah, pas du tout. Je sais, je connais mon plan, mais... Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, je voudrais vous parler de 2-3 trucs concernant la chaîne. C'est vrai que j'ai pas été très présent, mais en même temps, je me suis occupé pendant ce temps-là de vous préparer quelques courts-métrages qui arriveront bientôt. Et, enfin, je l'espère. Et en attendant, sachez que d'ici le mois de décembre, sortira chaque mois une vidéo sur le cinéma. Quand je dis vidéo sur le cinéma, je parle pas de court-métrage qui pourrait arriver pendant cette période. Bref, aujourd'hui on va parler d'un film un peu particulier dont j'avais envie d'aborder, c'est Dune. C'était pas du tout prévu de faire une vidéo dessus, et d'ailleurs vraiment je voulais pas en faire une plus que ça, parce que j'aime pas trop parler de films qui sortent, ça fait très youtubeur, je réagis et tout, mais je voulais donner mon avis dessus, parce que tout le monde en sent ce film, et moi je suis beaucoup plus nuancé. Alors je vous propose en fait de faire un système que j'ai volé à Link the Sun. Ouais, je sais, je suis un gros plagiaire. Un gros plagieur, en plus je parle plus français. On va faire ce qu'il appelait le 50-50. Nous on va faire 3 points positifs, 3 points négatifs du film Dune. Donc quand je parle du film Dune, je parle bien sûr du film Dune sorti en 2021. Je vous propose, on va faire un point positif, un point négatif à chaque fois. On va commencer par un point négatif. Alors c'est plus lié à la manière dont j'ai regardé le film, parce que je suis allé au cinéma le voir en IMAX 3D. Bah j'ai été très déçu, parce que je sais pas si c'était les lunettes ou l'image 3D, mais c'était vraiment de la merde, vraiment. Et c'est dommage parce que le point positif suivant, on va en parler, c'est Denis Villeneuve, et ce réalisateur canadien est très très bon pour faire de la très très belle image. Et je pense notamment à Blade Runner 2049, qui même si franchement on s'emmerde devant, reste quand même un super film, visuellement. Point positif, numéro 1, la photographie. Denis Villeneuve s'est toujours entouré des meilleurs DOP, des meilleurs directeurs de la photographie, et ça ne déroge pas à la règle. Au lieu de Roger Deakins, qui malheureusement n'était pas disponible pour ce film, il a choisi Greg Fraser, qui notamment avait fait la magnifique photographie de Rogue One. Image magnifique, des décors somptueux, notamment tous les passages dans le désert avec ce teint très particulier. Il y avait cette excellente interview du fossoyeur du film qui parlait avec Denis Villeneuve, et celui-ci expliquait qu'ils avaient copié la vidéo numérique sur une pellicule pour avoir ce grain un peu particulier qu'a la pellicule. Point négatif numéro 2. Le montage. Non, parce que... En fait, il y a des moments j'étais complètement perdu. Mais genre, j'étais pas prêt à être perdu, quoi. Parce que quand tu vas voir un Nolan, tu sais que tu vas être perdu. Là, pas du tout. Moi, j'espérais un truc un peu construit et tout. Et il y avait des moments où j'étais un peu perdu. Alors, malheureusement, je connais pas assez le cinéma de Villeneuve pour pouvoir juger. Mais c'est un peu dommage. Alors bon, c'est pas non plus un gros point négatif, hein. De toute façon, les points négatifs que je vous donne, à part le dernier, ça va, tu vois. C'est des points assez... c'est du cas par cas, c'est plus de l'expérience personnelle qu'un vrai point négatif. Le film est très bien, hein. Franchement, c'est un super film. Un des meilleurs de 2021. D'ailleurs, quand on voit le score, là, il est actuellement, on est le 23 septembre, enfin quand je tourne la vidéo, et il est actuellement à 1 million, il vient de passer 1 million alors qu'il est sorti il y a une semaine. Donc c'est assez dingue, quoi. Franchement, 1 million d'entrées pour un film qui est sorti il y a une semaine, il n'y a pas beaucoup de films qui le font. Donc, bref, un peu déçu par le montage, l'histoire et tout. Après, je veux lui donner une deuxième chance. De toute façon, c'est prévu que j'aille le revoir. Peut-être pas au cinéma, j'attendrai peut-être sa sortie en DVD. Et je pense que le film en entier, enfin, le film quand il aura sa deuxième partie, c'est là où vraiment il sera incroyable. Enfin, j'espère. Parce
que sinon ça me ferait chier d'avoir payé, je sais pas combien j'ai payé, 7 balles la place pour aller à l'IMAX, ça me ferait un peu chier quoi, franchement, on va pas se mentir. Point positif numéro 2, les décors. On l'a très rapidement abordé avec la photographie, mais les décors sont juste incroyables. Décors, effets spéciaux, hein, les deux hein, ensemble. Denis Villeneuve, quand on voit par exemple les premiers contacts avec Rachel McAdams et je sais plus qui joue dedans, ouais, c'est pas grave. Quand on voit les... Jeremy Renner, bien sûr. Quand on voit les effets spéciaux de Premier Contact, on est déjà dans ce délire un peu science-fiction, juste très très bien fait. Et on le revoit, il y a quelques vaisseaux qui, je pense, sont inspirés de son expérience sur Premier Contact, ou en tout cas certains effets spéciaux en général. Bref, les décors, les vaisseaux, tout ça sont vraiment très très bien faits, très 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 beaux. Quelques effets spéciaux quand même m'ont paru bizarres, des explosions, mais je pense que c'est pareil, c'est lié au problème avec la 3D que j'ai eu. Point positif, point négatif, numéro 3, et le dernier, le plus important, la musique. Putain, mais pourquoi vous avez pris Hans Zimmer pour faire la musique? J'adore Hans Zimmer, hein, attention, là je vais avoir une bande de haters qui va m'arriver. J'adore Hans Zimmer, son travail est incroyable. Et son école de musique est encore plus incroyable parce que c'est son école de musique qui ont fait par exemple tout ce qui est Pirates des Caraïbes, puisque contrairement à ce qu'on croit, c'est pas lui qui fait la musique du premier, c'est Klaus Badelt. Ouais, je perds les noms. Et donc non, son travail musical est incroyable en général, hein, le Roi Lion, Inception, les Nolan en général. La science-fiction, en fait, je pense, c'est tellement décalé que si tu rajoutes en plus une musique décalée, ça va pas, tu vois. Je vais prendre un exemple. Là où est génial 2001 l'Odyssée de l'espace, qui même si je me suis emmerdé devant parce que j'aime pas Kubrick, putain, j'ai mis que des trucs pour que tout le monde fasse des commentaires, il aille son commentaire. Putain, le mec il est cinéphile, il aime pas Kubrick. Oui, j'aime pas Kubrick, arrêtez de me faire chier. Et du coup, là où est génial 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est cette utilisation de la musique symphonique, de la musique classique, musique déjà existante. Et là où est encore plus génial Star Wars, bien sûr, parce que Star Wars est incroyable, c'est l'utilisation de cette musique symphonique créée par John Williams. Et je pense que franchement, Dune aurait mérité une musique symphonique. Je pense qu'avec une musique symphonique, ça le rendait encore mieux. Mais vraiment genre ultra mieux quoi. Genre c'est pas français, mais bref. Et c'est ce qui manque en fait au film. C'est ce qui manque à Dune, c'est cette musique symphonique, cette pure envolée lyrique qui aurait été juste génial. Et du coup, vous regarderez souvent dans les films de science-fiction, c'est souvent de la musique symphonique. Et c'est dommage parce que Hans Zimmer, même si c'est pas un grand compositeur symphonique, il va plus jouer avec de la musique électronique. Hans Zimmer peut faire de la musique symphonique, hein, bien sûr. Il y a plein de compositeurs qui auraient pu faire une musique symphonique, hein, Howard Shore, James Newton Howard, même Hans Zimmer pouvait le faire. Et c'est dommage qu'il se soit contenté de faire une musique arrêtée. Dernier point positif, le casting. Alors le casting, il est vraiment dingue. Franchement, quand on voit Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, même si elle apparaît 5 minutes dans le film, enfin j'exagère, mais elle apparaît très peu, elle apparaît dans les rêves. Puisque, ceux qui le savent, attention, c'est pas vraiment un spoil parce que c'est annoncé depuis très longtemps, elle sera le personnage principal du deuxième opus. Enfin, beaucoup plus montré dans le deuxième opus. Dans le premier, elle sert juste de timeline, si on peut dire, de guide pour Timothée Chalamet, enfin le personnage joué par Timothée Chalamet, à savoir Paul. Et puis bon, Oscar Isaac. Prenez le casting, vous prenez IMDb, vous le lisez et vous faites « Ah, il y a cet acteur ». Et les rôles sont quand même bien écrits dans l'ensemble. Donc ça va, franchement, on va pas s'emmerder non plus devant le casting. Le casting est vraiment bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, blabla, tout ça, vous connaissez, les youtubeurs ils le font tout le temps, moi j'ai la flemme de le faire, donc voilà. Dites ce que vous avez pensé dans les commentaires, parce que ça fait monter le référencement. Non, en vrai, je m'en fous, c'est juste pour avoir votre avis, et je suis ouvert à la discussion, vous pouvez me retrouver sur Twitter, on peut en parler si vous voulez, j'aime bien parler de films sur Twitter, donc n'hésitez pas. Et
Et l'interlude Dune est terminé et on va très prochainement se retrouver avec d'autres vidéos. Sachant qu'en fait, je suis censé sortir une vidéo avant le 30 octobre. Oui, mais j'avais annoncé une autre vidéo. Ça sera sur les génériques de films. Vous savez que j'adore les génériques de films. Les génériques de films. La vida, la vie. Bref, on se dit ciao. Alors du coup, j'ai reçu ce bouquin à mon anniversaire, donc Quentin Tarantino, comme ils disent. Quentin Tarantino, Il était une fois Hollywood, donc une réécriture du film, qui était déjà une réécriture de l'histoire. Et je me permets, bon, même si je suis pas d'accord avec son avis sur Truffaut, mais bon, ça, bon, il aime Godard, donc en même temps, quand t'aimes Godard, c'est dur d'aimer Truffaut, et vice versa, quoi. Blablabla, blablabla, blablabla. Voilà. Petit hommage qu'il fait à ce très cher Belmondo. Donc je me permets de vous le lire de manière un peu stylée. Ouais, maintenant je vais faire des interludes comme ça, cherchez pas. Quand Cliff, qui est le personnage du film et du livre, quand Cliff avait vu Belmondo dans À bout de souffle, il s'était dit, ce mec ressemble à un putain de singe, mais un singe qui me plaît. Comme Paul Newman que Cliff appréciait, Belmondo avait un charme de star de cinéma. Mais quand Paul Newman jouait un salopard, comme dans Le plus sauvage d'entre tous, il était encore un salopard sympathique. Alors que le gars d'À bout de souffle n'était pas juste un connard de tombeur sexy. C'était un pauvre type, un voleur à la petite semaine, un sale con. Et contrairement à un film hollywoodien, il ne le rendait pas attachant. Dans les films hollywoodiens, il les rendait toujours attachants, ces sales cons. Et ça, c'était le truc le plus bidon que faisait Hollywood. Dans la vraie vie, Dans la vraie vie, ces fumiers n'avaient vraiment rien d'attachant. Bref, lisez ce bouquin, il est cool. Surtout si vous avez aimé le film, parce que le film est cool aussi. Enfin, moi, je l'ai beaucoup aimé. Mais je suis pas objectif, c'est Tarantino, il parle de cinéma. C'est sûr que je te dis. Allez, ciao.